Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau webinaire aujourd'hui. Alors, il y a un sujet qu'on avait voulu absolument traiter, qui était le sujet de la formation sur HubSpot. On sent que HubSpot en ce moment est dans une période de développement commercial qui est assez intense et on avait vraiment voulu aussi, dans le cadre de nos expériences, qui nous accompagnons plusieurs centaines d'entreprises maintenant depuis quelques années, à adopter aussi cet outil-là sur le CRM, sur le service client ou sur le marketing. Il y a un sujet qui est souvent récurrent, qui est finalement le sujet de la formation. Alors, on dit souvent HubSpot, c'est facile à utiliser, c'est facile à prendre en main, et c'est une réalité. Par contre, c'est vrai que ça ne se substitue pas forcément à vraiment avoir un plan de formation qui est soit fait en interne, soit fait avec un partenaire comme Marketive. Et l'objectif pour nous aujourd'hui sur ce webinaire, c'était de vous présenter ça, de vous parler comment bien déployer ces plans de formation et puis réussir ce projet. Alors, Marketive, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on existe depuis une petite dizaine d'années maintenant. On a une quarantaine de consultants qui travaillent chez nous, un peu plus de 300 clients accompagnés. Et on a une offre, une proposition de valeur qui est assez large, puisqu'on va proposer des offres sous l'étendard de l'approche rebelle, donc des offres de consulting, des offres d'intégration, où on va mettre en place notamment les solutions HubSpot, donc le marketing, le CRM, le service client et aussi le web design, parce que HubSpot, c'est aussi un CMS. On a un métier d'agence et puis on a un métier enfin, et qui est celui-là qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, qui est notre métier de formation. Donc, on est en centre de formation Datadocké, bientôt Calliope, pour accompagner nos clients sur l'adoption de ces outils, CRM, marketing, service client, CMS, etc., etc. Et on fait ça toute la journée. Alors aujourd'hui, sur ce webinaire, je suis accompagné par Caro. Tu veux dire un mot, Caro? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Caroline Laher. Je suis consultante CRM et marketing chez Marketive. Et donc, j'adore justement pouvoir animer des formations. On en anime pas mal dans l'année, même d'ailleurs pas mal par mois. Voilà, j'accompagne les clients à la fois sur la partie stratégique, mais aussi sur la partie formation que vous verrez aujourd'hui, qui sont vraiment très importantes dans la partie engagement et adoption de ces outils. Donc, si vous voulez ajouter Caroline sur LinkedIn et que vous avez besoin de conseils sur la formation HubSpot, c'est elle qui pourra vous donner tous ces petits secrets et je pense qu'elle le fera avec plaisir. Avec Et plaisir. puis, pour moi, ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Christian Neff, je suis le fondateur de Marketive et ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne maintenant nos clients dans la transformation digitale. Et depuis 2014 sur HubSpot, on était parmi les premiers à faire ça en France. Alors, on a beaucoup réfléchi et travaillé sur ce sujet de la formation HubSpot, de comment on pouvait vous le présenter. Il y a des choses qui sont peut-être parfois évidentes, mais il y a des choses, je pense, qui méritent d'être rappelées. Et on se rend compte que malgré le fait de faire un bon paramétrage, de temps en temps, au moment de la formation, il y a des choses qui sont un petit peu oubliées, un petit peu expédiées ou qui sont prises comme des évidences alors qu'elles ne le sont pas forcément. Et on a créé, du coup, pour ce webinaire, un petit plan avec des rappels et des méthodos et une checklist, en fait, en tout cas, pour bien réussir cette étape-là. Et finalement, le sujet qu'on a en filigrane de tout ça, c'est l'adoption. Parce qu'à un moment, réussir sa formation, c'est aussi faire en sorte qu'un outil soit utilisé. Parce qu'HubSpot, ça coûte cher. C'est très intéressant si on l'utilise bien, mais c'est quand même un investissement. Mettre en place le projet, le produit, ça prend aussi un peu de temps. Si vous vous faites accompagner, c'est aussi des investissements. Et si à un moment, tous ces outils-là, on ne les utilise pas, on passe à côté de l'objectif. Et donc, on a créé ce webinaire-là autour de 4 axes. Il y a un axe qui était important pour nous, c'était d'engager finalement les collaborateurs autour de cette démarche de formation, parce que la formation, et on le verra, c'est qu'un tout petit bout de l'histoire. Comment aussi on intéresse les gens à ce sujet-là, et on verra qu'il y a un certain nombre de biais qui font que parfois c'est pas si logique que ça. Comment on capitalise rapidement sur l'outil pour en tirer un maximum de bénéfices. Et puis après, finalement, après la formation, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi finalement que le début de l'histoire. Donc, comment on favorise la bonne adoption dans le temps et comment on améliore en continu l'utilisation avec de la formation, mais pas que. Alors, on va y aller direct. Comment on engage les utilisateurs avant même d'avoir débuté la formation? Qu'est-ce que tu peux nous dire, Caro, sur ce principe-là? Christian en parlait juste avant, la formation, ça reste un élément, mais ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'il y a déjà toute une partie de mise en place de la stratégie d'implémentation, l'implémentation de l'outil. Et c'est vraiment à partir de la formation des utilisateurs finaux que les personnes opérationnelles vont vraiment comprendre concrètement qu'est-ce qui va se passer dans leur vie de tous les jours, quelles vont être les évolutions qui vont être apportées.
Donc, il y a vraiment un besoin de change management qui est vraiment important. Les personnes, elles vont se retrouver avec un nouvel outil et donc, il faut bien leur faire comprendre pour que par la suite, il y ait un bon engagement directement et une bonne adoption. C'est là où c'est généralement important et c'est ce que nous, on va essayer de faire dans les travaux de mise en place et finalement d'implémentation aussi des outils parce que la bonne adoption d'un outil commence aussi dès là. On essaie généralement dans ces phases amont de bien comprendre ce qu'on appelle les cas d'usage ou les besoins des équipes. Donc, si je suis un marketeur, ça va être généralement de bien comprendre ce qui va être fait, à savoir la création de landing page, la création de scénarios, la motorisation de webinars, par exemple. Ou si je suis dans le CRM, je vais traiter des leads entrants ou je vais aller faire de la prospection. Je vais à un moment ou à un autre créer une opportunité, elle va être gagnée ou parfois elle ne va pas être gagnée. Et finalement, au fil de la vie, finalement, de la vie commerciale, de la vie marketing, du service client, il y a plein d'événements qui vont se produire. Et de bien comprendre comment ça se passe dans la vraie vie pour que l'outil soit le plus proche possible des besoins des clients et qu'on n'ait pas des surprises au moment de la formation où finalement, tiens, ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais, on m'a trop parlé de cet outil, moi j'aurais plutôt fait un pipeline spécifique, ce n'est pas adapté, etc., etc. Donc pour pallier à ça, finalement, avant la formation, on essaye de manière stratégique de faire intervenir les vrais users, les key users, les managers, pour qu'ils soient aussi partie prenante du projet, qui ne découvrent pas tout ça le jour de la formation et qui se sentent vraiment du coup impliqués dans le projet. Et tout ça avant la formation et l'utilisation, mais qu'ils aient eu l'impression que finalement ce CRM-là, il a aussi été fait pour eux. Et puis, il faut aussi le rappeler, moi j'aime bien le dire, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, c'est que le CRM, ce n'est pas un outil qui est là pour fliquer. Et c'est parfois le cas quand on dit, tiens, avant on faisait du marketing un peu à la bonne franquette, on n'avait pas trop d'analytics, on avait un Google Analytics pour notre website en général, puis quelques taux d'ouverture de mail et puis une bottom line de lead. Potentiellement, maintenant, on va avoir plein de taux de conversion intermédiaires, des résultats de campagne. Donc, tout ça, ça crée à un moment une pression aussi au niveau des KPIs. Et pareil pour les sales, on va pouvoir voir potentiellement les appels réalisés, les emails envoyés, les nombres de rendez-vous, les deals créés. Et ça peut être perçu par certains utilisateurs comme aussi une forme de flicage. Ce n'est pas souhaitable, donc c'est important en termes de communication et en termes de culture de rappeler que c'est un outil qui est aussi là pour vous aider et qui va avoir plein de fonctionnalités sympas. HubSpot, c'est quand même une super machine pour créer des tâches, pour créer des séquences, pour créer des meetings, pour avancer dans le cycle de vente. Et ça va les aider à réaliser leur mission, à être plus efficaces et à atteindre plus facilement leurs objectifs. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est souvent dans les projets, on se rend compte que c'est un peu implicite de la part des managers ou des dirigeants. Mais finalement, je pense que ça mérite d'être reverbalisé et d'être dit parce que souvent, on se rend compte que quand on fait des formations, il peut y avoir certains freins et certaines levées de boucliers. Qu'est-ce qu'on peut faire, Caro, pour engager du coup les équipes comment tu t'y prends? Ouais, on vous a préparé 5 grands points vraiment pour vraiment bien engager vos équipes. Donc, le premier point, on en parlait un petit peu, mais c'est le fait de bien prévenir vos équipes qu'il va y avoir un nouvel outil qui ne se retrouve pas justement le jour de la formation. Bonjour, voilà le nouvel outil, demain, vous vous lancez dessus. Ce n'est pas l'objectif. L'idée, c'est vraiment de comprendre, qu'ils comprennent bien qu'il va y avoir un nouvel outil, qu'ils comprennent aussi qu'est-ce qui va se passer avec les process actuels ou leurs outils actuels. Bien leur faire comprendre pourquoi il y a un nouvel outil qui est mis en place. On en parlait un petit peu, mais le fait d'intégrer les membres de l'équipe dans la partie cadrage stratégique, le fait de se sentir engagé, donner la visibilité aux équipes sur la timeline de projet et annoncer qu'il y a bien la formation vraiment en événement de lancement du nouvel outil. Bien leur préciser que dans cette formation, il y a un certain nombre de points qui vont être abordés. Et bien sûr, adapter le discours et la posture des parties prenantes du projet. Ok, on va faire un petit coup de loupe sur ces différents éléments parce que je pense que c'est quand même le cœur du sujet ici. Et donc, de bien prévenir les équipes que l'outil va changer. Et encore une fois, ça reprend ce qu'on disait un peu avant avec les phases préliminaires et qui comprennent aussi le pourquoi on met en fait ce nouvel outil-là et que ce soit pour des bonnes raisons. Généralement, c'est pour éviter des ressaisies, c'est parce qu'on n'arrive pas à avoir l'activité effectivement de nos leads, c'est pour rapprocher le marketing et les ventes. C'est intéressant ici d'avoir un discours qui est positif et de vraiment pouvoir dire on est là pour… Et c'est une super nouvelle pour vous parce qu'on va vous donner un outil moderne que tout le monde veut et c'est vraiment au service de votre poste et au service de vos réalisations du quotidien. Donc ça, c'est hyper clé.
Et puis, on va avoir encore une fois ce besoin d'intégrer les membres dans l'équipe stratégique avec une vision qui est stratégique, mais une vision qui est aussi opérationnelle pour vraiment faire en sorte qu'on ait pu avoir de l'impact au niveau du discours et puis qu'on n'ait pas de surprise au moment de la formation, ni dans le paramétrage, ni dans le discours, et que tous les acteurs soient le plus alignés possible. Ça, il y a plusieurs manières de le faire. Enfin, quand on déroule ces projets-là, en fait, c'est vraiment d'avoir une vision, je pense, en termes d'organisation qui va être très documentée et de communiquer régulièrement sur ce sujet-là pour que tout le monde ait l'impression que ce soit clair et qu'on ait passé un certain nombre d'étapes qui vont nous permettre de ne pas avoir raté de choses. Donc, typiquement, au niveau de la gouvernance, que tout le monde ait les bons niveaux de droit, qu'on ait bien chargé les données de tout le monde, qu'on ait bien pris en compte tous les cas d'usage, et qu'au moment où on va faire cette formation-là, et qu'on annonce un programme, qu'il n'y ait pas de surprise non plus pour les différents utilisateurs. Donc, on ait bien compris effectivement les besoins et qu'on puisse communiquer de manière précise sur ça. Et puis, si on a aussi tout simplement des sujets de logistique, alors toi, tu as l'habitude effectivement de faire ça. Comment tu fais habituellement pour être sûr que ça se passe bien? Le fait de bien préciser le déroulé de ce qui va se passer dans la formation, que les personnes comprennent les points qui vont être vus. Et donc, comme ça, directement, on a une bonne visibilité et les personnes ne se retrouvent pas en surprise le jour de la formation. Et donc, comme ça évite les potentiels freins. Et comme ça, il y a déjà même potentiellement un échange déjà entre eux qui est effectué. Et donc, le jour de la formation, ça se passe forcément beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup moins de surprises. Et on a aussi, du coup, pendant la formation, les sujets qui sont en ligne avec les cas d'usage qu'on a identifiés au plus tôt. C'est-à-dire que si on ne va pas tout d'un coup avoir une formation qui va parler de webinar pendant 1 heure alors que l'équipe n'en fait jamais, où on ne va pas parler de tickets alors que, tiens, c'est des secrétaires et qui font, par exemple, que de la DV. C'est là où l'auditoire, le sujet, les cas d'usage, le contexte, il faut que ce soit le plus pertinent possible pour eux et qu'on respecte finalement leur temps et comme ça, ils se sentent vraiment partie prenante du projet. Si j'adapte un peu aussi ça de manière un peu plus large, on a finalement dans un outil de ce type-là, qui sont des outils structurants et qui vont souvent concerner beaucoup de monde, c'est d'adapter aussi le discours, la posture aux différentes parties prenantes. Donc, typiquement, généralement, c'est difficile de faire une formation. Imaginons que vous prenez un intégrateur, vous allez avoir une phase qui est en tunnel complet où personne ne sait rien à part les 2-3 personnes qui sont élues sur le projet. Et finalement, le jour de la formation, on se retrouve avec des users, des managers, des administrateurs et la direction, tout le monde ensemble, alors que finalement, ils vont faire des choses très différentes dans l'outil. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et en termes d'engagement, on a vraiment besoin de parler à ces gens-là en amont, pendant la formation et après de manière très spécifique. Je pense par exemple à la direction, on le disait un peu plus tôt, le CRM, il faut en parler de manière hyper positive. Pourquoi on a choisi cet outil-là? Quelle est la vision qu'on en a? Comment on veut vous accompagner? Quelle ambition on a? Pourquoi on vous a donné cet outil-là et à quoi il va vous servir? Rappelez aussi que c'est un investissement et qu'on souhaite qu'il soit utilisé. Si typiquement la direction, elle se dit, écoutez, faites ce que vous voulez avec cet outil-là, il paraît qu'il faut un CRM, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le pognon. Typiquement, on va avoir un problème d'adoption et d'engagement, ce qui est parfois vraie vie, hein, c'est à peu près ce qu'on peut observer. Donc, on a besoin que la direction, en fait, vraiment incarne aussi l'importance de ce projet-là, d'outils, de CRM, de marketing, parce que sinon, ça va être compliqué, effectivement, que ça redescende. Pareil pour les managers. Donc ça, c'est un point qui est clé quand on a des managers commerciaux à un moment qui ont une attitude qui n'est pas positive envers le CRM, qui disent non, mais moi j'ai déjà vu 4 CRM passer, celui-là n'en est qu'un, il y en aura un prochain l'année prochaine. Et de toute façon, moi, je veux un Excel avec mes chiffres, etc. Typiquement, ce genre d'attitude-là, vous avez beau faire le meilleur paramétrage, la meilleure formation utilisateur, ça ne marchera jamais. Donc, on a besoin d'avoir des managers qui sont hyper impliqués, donc vraiment dans cette vision stratégico-opérationnelle, donc hyper impliqués, hyper partie prenante, hyper moteur et très alignés avec la vision de la direction sur pourquoi on a un CRM, qu'est-ce qu'on en attend. Parce que sinon, on va avoir une dérive d'usage et on va avoir des problématiques. Pareil pour les administrateurs, ils doivent bien comprendre les besoins des users parce que sinon, ils vont faire des ajustements, des développements de manière un peu idiote, c'est-à-dire, tiens, il me faut un nouveau pipeline et ils vont le créer de manière, j'ai envie de dire, mécanique. On a besoin quand même qu'ils comprennent la dynamique de ce projet-là et qu'ils soient vraiment au service
technique effectivement des users, mais surtout au service méthodologique, technique, tactique, qui comprennent les sujets et les impacts des différentes actions qu'ils vont être capables de mettre en place. Et puis enfin, les users, c'est eux qui vont utiliser au quotidien la plateforme. Il faut effectivement qu'il y ait un alignement de planètes pour que ça se passe bien, parce qu'un outil qui est HubSpot, c'est un outil facile à prendre en main. Créer un contact, créer une opportunité, créer un email, créer une landing page, tout ça, ça va être simple. Par contre, effectivement, si toute la strate d'au-dessus, les managers, la direction et les administrateurs, c'est le bordel, malheureusement, on va passer à côté de l'objectif parce que vous pouvez être sûr que quelqu'un ne va pas être hyper rigoureux sur sa donnée si personne ne lui demande et si tout le monde méprise le projet. Donc, à un moment, on ne peut pas reprocher aux users de ne pas être engagés, de ne pas renseigner la donnée. C'est souvent la faute des managers et c'est souvent la faute de la direction. Donc, c'est là aussi qu'il faut se remettre en question parce que souvent, on se dit j'ai acheté un CRM, il n'y a pas de raison qu'il ne l'utilise pas. C'est là justement où on fait souvent l'erreur et on se trompe et c'est là où beaucoup de choses se passent mal. Donc, cela dit, on les a à peu près engagés. Comment on les intéresse de manière spécifique à ce qu'on va voir? Comment tu adaptes une formation typiquement pour qu'elle soit le plus en ligne possible avec les besoins? Ouais, le point principal, c'est vraiment par bien cadrer le besoin de formation, même s'il y a déjà potentiellement eu une stratégie avant. C'est toujours très important pour faire ne serait-ce qu'une heure d'appel pour bien comprendre quels sont les besoins, les points qui veulent être vus pendant cette formation-là. Généralement, pendant cet appel, il y a souvent un trio qui se forme, le formateur, comme ça évite d'avoir des passages d'informations. Au moins, on est sûr qu'il y ait toutes les informations en main par le formateur. Le manager de l'équipe qui va être formé pour avoir une vue un petit peu plus stratégique et une vue vraiment globale du projet. Et ensuite, si possible, un membre de l'équipe opérationnelle, parce que forcément, parfois, il peut y avoir un petit décalage entre les envies du manager et les envies des personnes opérationnelles. Et donc, comme ça, on s'assure qu'il y ait vraiment un alignement sur les deux et que tout le monde y trouve bien son compte pendant la formation. Donc là, c'est aussi intéressant généralement de prendre le manager un peu à part et de le briefer sur ce qu'on a vu un peu tout à l'heure, cette notion de conduite du changement, cette notion d'exemplarité et de la posture qu'ils vont avoir pendant la formation, après la formation et dans le discours et dans l'utilisation au quotidien. Et si on prend un membre de l'équipe opérationnelle, c'est bien de ne pas prendre un membre qui est forcément réfractaire, mais plutôt quelqu'un qui va être moteur, qui va pouvoir faire figure aussi, encore une fois, dans cette logique de conduite du changement, de prendre un bon élément. Et ça, parfois, les bons éléments en vente, ce n'est pas toujours ceux qui remplissent le mieux le CRM, c'est souvent l'inverse d'ailleurs. Donc, à un moment, de prendre quelqu'un qui est rigoureux, qui est coachable et qui va incarner aussi cette bonne utilisation du CRM et qui sera peut-être un point de référence aussi pour les autres équipes et qui va pouvoir être sollicité dans le cours du projet. Et du coup, là, il y a généralement pas mal de questions à maîtriser pour qu'on s'assure qu'on n'ait pas de couac, parce qu'à un moment, une formation qui démarre mal, et parfois, ce n'est pas grand-chose, c'est j'ai pas Internet, j'ai pas d'ordi, j'ai pas ma data, le plan, tiens, on parle de ça, ça ne m'intéresse pas, etc., etc. Les gens, généralement, ils ont un métier, les marketeurs, ça market, les vendeurs, ça vend, et à un moment, c'est leur boulot, c'est pas de faire des formations. Donc, comment on s'assure que finalement, il n'y ait rien dans le chemin qui va faire en sorte que cette formation, elle peut capoter. Et donc là, il y a vraiment un certain nombre de questions. On en a listé ici. Il y en a certaines qui sont évidentes, mais nous, ça nous est déjà arrivé d'arriver en formation et il y en a qui n'ont pas leur ordi. Ils se sont dit, tiens, ça va être des slides. Et il y a des choses comme ça qui peuvent se produire. Donc, à un moment, rien, je pense, ne mérite. Prenons rien pour acquis. Reprenons vraiment le sujet dans son ensemble et ayons une démarche sérieuse vis-à-vis de tout ça. Et puis après, il y a aussi finalement la maturité. HubSpot, autant c'est un outil qui est facile à utiliser, mais toutes les entreprises ne sont pas égales vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui passent d'Excel à un CRM. Il y a des gens qui ne faisaient pas de marketing digital et maintenant on leur dit tu vas faire des LP et des emails. Comment tu gères un peu cette partie d'évaluation de la maturité? Oui, en gros, comme il y a eu l'appel de cadrage, on a déjà une meilleure vision de la maturité des participants. Mais forcément, dans une équipe, il y a toujours des différences entre les différentes personnes. Et l'idée, c'est de s'assurer qu'on regarde bien l'ensemble des participants, vraiment un à un. Et donc, généralement, on leur envoie un questionnaire justement pour prendre un petit peu
le feeling sur qu'est-ce qu'ils aimeraient déjà voir dans cette formation, quels sont les points qu'ils arrivent déjà à maîtriser, et s'il y a des choses qu'ils veulent particulièrement voir. Et on va vraiment faire un listing assez précis des différentes features HubSpot et voir comment ils se sentent sur chacune de ces features-là. Et comme ça, après, on est sûr de bien adresser en fonction des pain points pendant la formation. Et donc, ça nous permet tout ça d'avoir un plan de formation qui est vraiment personnalisé, donc en fonction des objectifs, des cas d'usage et de la maturité. Et donc, vraiment, c'est ces 3 piliers-là qui vont faire qu'on va avoir une formation qui est cohérente et qui va vraiment intéresser les équipes. Parce que l'objectif, c'est que les personnes, elles soient intéressées par la formation. Parce que forcément, si on survole ou on ne va pas voir les points dont ils ont besoin après dans leur utilisation de tous les jours, ce sera superficiel. Et c'est du boulot, parce que finalement, tout ça, ça prend un peu de temps. Il ne faut pas le sous-estimer, il ne faut pas le négliger. Ce n'est pas parce que HubSpot, c'est facile, finalement, que vous allez… parce que HubSpot, c'est vrai, c'est facile de créer un contact, de créer une opportunité, etc., etc. Mais à un moment, il faut qu'on ait aussi des utilisateurs qui aient compris les process de l'entreprise, parce qu'on ne forme pas seulement à l'outil. Parce que créer une landing page, créer un email, créer un contact, vous tapez ça dans Google, vous allez avoir la réponse. Globalement, ce qu'on veut faire, c'est avoir des utilisateurs qui vont utiliser toutes les fonctionnalités comme on a prévu qu'ils les utilisent dans le cadre des spécifications. C'est-à-dire quand on va créer une landing page, on lui donne un nom qui est précis, on l'arrange à un endroit précis et tout le monde le fait de la même manière. Pareil pour une opportunité, si on a des sales, par exemple, dans une équipe qui vont créer des opportunités, ils n'ont pas la même définition de à quel moment on crée une opportunité, qu'est-ce que ça veut dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, est-ce que je suis obligé de mettre persona, job title, secteur d'activité, tiens, elle veut dire quoi cette propriété? À un moment, ça c'est différent de juste utiliser HubSpot, c'est vraiment de comprendre le process commercial, marketing, service client de l'entreprise, de l'incarner et d'utiliser l'outil en parfait alignement finalement avec tous ses besoins et tous ses process. Et c'est ça la formation en fait. Et donc on a besoin finalement de quand même pas mal bosser pour être sûr qu'il n'y ait rien qui dépasse au moment où on va appuyer sur le bouton. Et donc, ça vient aussi en lien avec le fait de proposer un bon cadre aux participants. On en parlait, donc là, avoir des sujets qui intéressent et qui interpellent, c'est évidemment essentiel. Mais pour qu'ils puissent vraiment bien capter pendant la formation ces éléments-là, il y a un besoin d'avoir un cadre qui est bien cadré. Généralement, on aime bien privilégier les formations en présentiel. Forcément, on a les personnes en face, donc il y a plus de facilité à poser des questions, des choses comme ça. Évidemment, parfois, ce n'est pas possible, donc en distanciel, c'est évidemment possible, mais dans ces cas-là, en distanciel, toujours réfléchir en amont à quel va être l'outil qui va être utilisé. Évidemment, il y a des personnes dans certaines entreprises où certains outils ne fonctionnent pas. Donc, si on perd 10 minutes, un quart d'heure en début de formation parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se connecter ou parce que les personnes qui se font couper de la formation, on perd l'attention du départ qui est quand même essentielle. Un outil également de savoir est-ce qu'il y a besoin d'un enregistrement de la formation. Donc, si c'est le cas, il faut choisir un outil en fonction. Le second point, ça va être de limiter le nombre de participants. Généralement, on essaie de limiter à peu près à 8 personnes. Alors, ce n'est pas un chiffre fixe, mais l'idée, c'est de s'assurer qu'il y ait le bon nombre de personnes, pas qu'il y ait trop de monde, parce que s'il y a trop de monde, les personnes, il y aura moins de suivi personnalisé. Et dans l'idée, c'est que vraiment chaque personne puisse poser les questions dont ils ont besoin, et que vraiment il y ait un bon déroulé et que ce soit assez fluide et que chacun puisse vraiment poser ses questions quand ils en ont besoin et voir si tout se passe bien pour eux. Initier la formation avec la revue des raisons qui justifient ce nouvel outil. Ça suit, c'est vraiment la ligne directrice. Le fait de vraiment démarrer tout de suite en expliquant le pourquoi. Ça peut être porté par le formateur, mais généralement, c'est plutôt bien d'avoir également un manager ou une personne de la direction qui prend la parole à ce moment-là. Donc comme ça, c'est vraiment une sorte d'équipe entre le formateur et la partie management. C'est un lancement, donc il faut réussir à initier la formation directement sur un bon cadre pour bien le lancer.
Alors, faire des pauses, ça paraît évident, mais parfois, quand on est dans le rush, on se dit, allez, go, on envoie les informations, sauf qu'il y a un moment, il faut être réaliste. Les personnes qui sont en face, on leur donne beaucoup d'informations en même temps. Donc, il y a un besoin de temps en temps de faire des petites pauses. Et particulièrement dans les formations à distance, où si on a des formations qui durent trop de temps, il y a un moment où les personnes naturellement décrochent. Donc, ne pas hésiter à découper les formations en plusieurs sessions si besoin. Le fait de pousser à la rigueur en formation, évidemment, on va être face à des professionnels. Donc, vous avez vos actions de tous les jours. Donc, pour les personnes du marketing, il y a des campagnes qui tournent, il y a des actions effectuées. Pour la partie commerciale, forcément, il y a un pipe qui doit être en action. Il y a des appels clients. C'est toujours bien important que pendant la formation, il y ait vraiment une parenthèse qui soit effectuée et que les personnes qui sont formées comprennent que c'est un moment pour apprendre et que s'ils ne captent pas 100% de la formation, il y a des chances qu'après, quand ils se retrouveront tout seuls devant leur ordinateur, ils vont se retrouver un petit peu bloqués. Ouais, et puis il y a toujours des bonnes raisons de faire autre chose, parce qu'à un moment, on a déjà utilisé HubSpot, moi je connais, je vois comment ça marche, c'est pas dur. Non, mais là, c'est un client super important. Il y a toujours des bonnes raisons de prendre le téléphone, de répondre à son mail, parce qu'on est aussi derrière son ordi, on est connecté à Internet. Donc, à un moment, des mails, des Slack, des meetings Teams, etc. Et ça fait tout, sauf globalement, à un moment, spécialement si c'est les managers ou la direction qui vont faire autre chose, c'est hyper mauvais comme signal auprès de l'équipe. Et à un moment, il faut se faire un peu violence et pendant 3 heures, 4 heures, une journée, en fonction du type de formation que ça va être, à un moment, il faut montrer l'exemple, il faut faire l'effort. Et ça, c'est hyper clé parce que sinon, encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a dit avant en termes d'engagement, en termes de posture, en termes de message, ça va compromettre très largement le projet parce que ça va montrer que ce n'est pas si important que ça. Et c'est souvent très non-verbal et très implicite. Et c'est pareil après sur la notion de comment on fait en sorte que ça soit un vrai événement. Parce que si c'est finalement juste un truc où on passe 3 heures et tout le monde s'en fout, et ben finalement ça n'a pas d'impact et il n'y a pas de raison que moi derrière je sois rigoureux dans ce que je vais mettre dedans et que je fasse ça correctement, parce que ce n'est pas si important que ça. Et puis un point qui était aussi important qu'on voulait lister là, c'était la notion de vraiment que l'instance soit hyper prête. On forme des utilisateurs dans un produit qui est prêt à être utilisé. Si typiquement, tiens, on fait une formation sur les landing pages, mais là, c'est pas encore tout à fait comme ça, mais vous verrez plus tard, vous pourrez faire ça, ça marche pas. Pareil, si à un moment, vous formez les équipes sur un CRM où ils n'ont pas leur contact, oui, mais pour l'instant, vous allez encore en parallèle utiliser le vieux CRM. Et ça, typiquement, c'est pas bien. À un moment, un CRM qui marche bien, c'est un projet Big Bang. Il y a le passé, il y a le futur. Et maintenant, vous avez votre donnée dans votre CRM, vous êtes formé, vous avez vos cas d'usage, tout le monde est à fond. Et ce projet-là, il va cartonner. Et typiquement, ça, c'est super important qu'à un moment, on se donne tous les moyens de réussir ce projet. Donc ça, c'est vraiment clé. Et puis celui-là, on a vraiment voulu le lister. Il a mérité sa slide en entier. C'est les exercices. Pendant la formation, c'est bien, il y a plein d'informations qui sont partagées, mais une fois que les utilisateurs se retrouvent tout seuls devant leur ordinateur, tout de suite, pendant la formation, ça avait l'air évident et très facile, mais si on ne met pas les mains dans l'outil tout de suite, il y a toujours des petits couacs, les personnes n'arrivent pas à vraiment se mettre dedans. Et donc, vraiment dans toutes nos formations, sans exception, il y a toujours des parties d'exercice à chaque fois. Et dès qu'on finit une petite partie, on passe à une partie pratique, d'où le fait que les utilisateurs, ils doivent avoir accès à l'instance avant la formation. Donc, comme ça, ils arrivent à la formation et directement, ils vont mettre les mains dans l'outil et une fois que la formation est terminée, ils ont déjà des petites choses qui ont été construites. Typiquement, pour les formations marketing, par exemple, on prend parfois des exemples de vraies campagnes qu'ils vont lancer. Donc, ils vont déjà pré-paramétrer une campagne en cours. Et donc, en plus, ça aide d'autant plus l'engagement parce que les personnes elles se disent OK, là, même pendant la formation, ils arrivent à avancer sur leurs tâches qu'ils devaient faire dans la semaine. Et donc là, on a tout gagné.
Et puis, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est de leur dire dès le début de la formation, attention, on va faire des exercices à chaque fois et on ne passera à la suite que quand tout le monde aura réussi l'exercice. Parce que typiquement, quand on fait à un moment une formation, tout le monde a compris. Personne n'a de questions. Et ça y est, c'est l'exercice. Bon, bah, il y en a l'un ou l'autre qui n'a pas compris. Donc, le premier exercice, généralement, on y va assez vite. Ça dérive un peu. Et directement, sur le deuxième exercice, tout le monde a compris que globalement, il fallait écouter parce que sinon, ils vont être en galère sur chaque exercice. Donc, à un moment, ça, c'est important de leur faire même des choses qui ont l'air hyper simples, de créer un contact, de créer une opportunité, de la mettre à jour, de la fermer, de créer une tâche, de la réaliser, etc., etc. Ça va assurer que tout le monde vraiment soit à un vrai niveau de compréhension et d'usage de l'outil, parce que ce n'est pas chez eux qu'ils vont comprendre tout seuls. Donc, on a besoin effectivement qu'ils sortent de la formation opérationnelle au maximum. Et le meilleur moyen de s'en assurer, c'est finalement qu'ils l'aient fait. Donc ça, c'est hyper important et généralement, c'est aussi plus sympa pour eux parce que voilà, ça rend la formation plus dynamique, plus active et puis ça permet d'engager les gens. C'est aussi pour ça qu'on ne met pas 50 personnes dans une formation parce qu'on n'arrivera pas à suivre, à vérifier, à regarder, à engager. Donc on a besoin effectivement aussi d'avoir un cercle un peu réduit pour être sûr de, si jamais quelqu'un est en difficulté parce que c'est une personne qui est moins à l'aise avec l'informatique, ou parfois quand on a des équipes aussi très internationales, il y a peut-être aussi un peu plus de friction parce qu'il y a une personne qui, la propriété en anglais, elle n'a pas très bien compris, etc., etc. Donc tout ça, on essaie vraiment de l'accompagner et l'exercice, c'est un point hyper clé pour que ça fonctionne bien. On avance, on avance. Et la suite, donc on a fait notre formation et c'était un franc succès. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de la formation? Déjà, pendant toute la formation, on a montré un support. Donc, généralement, ça va être des slides. C'est vraiment très important de comprendre que ce support de formation, il est vraiment clé pour l'après-formation. Donc, toujours l'envoyer. On l'envoie toujours aux équipes dès la fin de la formation pour qu'ils puissent directement l'utiliser. Donc, nous, vraiment comme playbook. Donc, dans l'idée, c'est qu'à chaque fois, nos formations, elles sont construites vraiment avec une partie opérationnelle. Et donc, les personnes, elles peuvent vraiment réutiliser ce support pour après, quand elles se retrouveront toutes seules chez elles à devoir lancer une campagne ou à devoir créer une nouvelle transaction, directement, ils pourront prendre ce support-là comme aide. Ça permet aussi d'avoir un petit peu des rappels de ce qui s'est passé pendant la formation et donc ça les aide sur les premiers jours, mois d'utilisation. Et c'est un outil du coup qui est super important parce que voilà, on va mettre dedans effectivement tous les process, au-delà juste de cliquer ici, enfin de rappeler en fait des choses qui sont très utiles. C'est aussi tous les process, donc la création du deal, la nomenclature des landing pages, les liens qu'on peut mettre aussi directement puisque c'est des liens personnalisés pour l'instance, donc typiquement pour les aider aussi à avoir une navigation un peu plus simple et optimisée vers les différents outils jusqu'à qu'ils soient vraiment en rythme de croisière. Et c'est un outil, voilà, on a quelqu'un qui arrive dans l'équipe, on n'est pas obligé de passer une journée avec lui forcément. Il a ce deck-là, il a l'enregistrement, il va être capable très très vite d'avoir un niveau de process super élevé. Et ça, quand vous voulez croître, et du coup, et notamment dans les équipes commerciales, il y a quand même souvent du turnover. Dans les équipes marketing, on veut être sûr que tout le monde applique bien les bons process. Typiquement, à un moment, garder un support de formation, le documenter dans un Google Slide, dans un Notion, dans un 360 Learning, etc., etc., ça devient super utile pour faire en sorte que derrière, on ne va pas avoir besoin de se répéter et dans le temps, on va garantir en fait un bon respect de ces conditions. Ouais. Et, Ensuite, après la formation, c'est le moment où on va lancer les équipes sur l'outil. C'est pour ça, on vous le disait, c'est vraiment l'étape finale. Ça y est, la partie stratégique, elle est entre guillemets terminée. Et là, les personnes, elles se lancent directement sur l'outil. Donc, ne pas hésiter à justement mettre en place des réunions d'échange entre les utilisateurs. Forcément, il va y en avoir certains qui vont être plus ou moins à l'aise avec l'outil. Et donc, le fait d'avoir des moments vraiment d'échange dédiés, ça va leur permettre de partager toutes leurs bonnes pratiques, mais également, s'ils voient qu'il y a certains freins, ils ont des blocages, il y a des choses qui ne sont pas très fluides dans leur utilisation, et ben, ils vont faire remonter justement ces feedbacks pendant ces points-là. Donc, potentiellement, d'autres vont partager leurs bonnes pratiques, mais également, ça peut aider à faire des évolutions sur le paramétrage.
Et puis, tout ça, hein, finalement, ça va nous permettre, donc c'est un point qui est vraiment clé dans l'amélioration continue, tout ça. Ces outils-là, il faut créer des rituels autour de ça, hein. Donc, typiquement, à un moment, c'est soit de l'hebdomadaire, soit du mensuel, soit du trimestriel. À un moment, il faut avoir les yeux ouverts et les oreilles grandes ouvertes, hein, parce qu'il se passe des choses, il se dit des choses. Parfois aussi, les gens se rendent compte, en fait, dans l'usage, bah tiens, qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très bien paramétré et que finalement, ils ont besoin d'un pipeline supplémentaire, ils ont besoin de quelque chose de plus. Donc, il ne faudra pas céder à toutes les demandes parce que des fois, les demandes, elles sont un peu farfelues. Donc, à un moment, je pense que c'est bien de prendre acte des demandes et à un moment de les analyser peut-être de manière mensuelle et de faire des vagues d'amélioration avec les administrateurs de l'outil. Ça, c'est une bonne pratique et typiquement, si vous êtes manager ou dirigeant, d'animer vos réunions à partir du CRM, c'est la meilleure manière de vous assurer que ce qui va être dedans en termes de data va être bien. Parce que si vous allez vous regardez le CRM, vous regardez un tableau de bord et vous voyez votre forecast, le nombre d'opportunités, votre chiffre d'affaires, le nombre de leads générés, la provenance des leads, et que globalement, on vous répond « Ah non, mais ça, je ne le fais pas là-dedans, je le fais, machin, etc. Ah, mais ça, je ne l'ai pas dans le CRM. » Vous me dites « C'est pas dans le CRM, ça n'existe pas. » Et au bout d'un moment, quand vous commencez à driver les choses comme ça pousse l'adoption. Et c'est vraiment pas si facile à faire. Donc, ça vous demande quand même beaucoup de temps. Mais une fois que vous avez ça, vous avez de la data de qualité. Et la data de qualité, ça permet de faire deux choses. Ça permet de voir et de comprendre. Donc, voir, analyser, anticiper le futur. Et puis, ça vous permet d'agir. Ça vous permet d'avoir des segments qui sont à jour. Ça vous permet de lancer des activités commerciales ciblées, des actions de marketing sur mesure. Donc vraiment, vous allez être capable de vraiment tirer le maximum de cette machine qui est HubSpot, qui est quand même un super outil. Derrière, on peut brancher du service client, on peut faire du CMS adaptatif. Mais la base de ça, c'est un moment que tout le monde fasse son job, renseigne bien sa donnée, respecte les process. Et pour ça, à un moment, ça demande une formation qui est un peu élaborée et qui demande un peu de temps et un peu de savoir-faire. Il y a la possibilité de s'auto-former. Les grosses formations, c'est bien, mais parfois, il y a aussi besoin de petites piqûres de rappel. Déjà, HubSpot propose des certifications gratuites. Donc, comme ça, les personnes peuvent directement se former en autonomie, seules avec leur ordinateur. La knowledge base, c'est vraiment un ensemble de plein d'informations qui ont été regroupées par HubSpot. Généralement, quand vous avez une question sur HubSpot, il y a souvent la réponse dans la knowledge base. Et quand ce n'est pas le cas, il y a le support HubSpot qui est disponible. Il y a le chat, les emails, ils peuvent même vous appeler. Donc, quand vous avez des questions, généralement, vous pouvez les retrouver. Ou le support marketing si vous avez la chance de faire C'est partie ça. de nos clients. On arrive à la fin, je crois, de ce webinaire-là. Alors, vous avez les liens dans la presse et puis on vous les enverra dans le follow-up sur la formation qu'on fait pour le marketing, pour le CRM, pour le service client, pour le CMS. On est OPCO, bientôt OPCO, donc vous pouvez vous faire rembourser ces formations-là avec le budget formation. Donc, vous pouvez voir ça avec votre RH, avec votre direction pour construire une démarche de formation qui est la plus personnalisée, la plus pertinente possible pour vous. On arrive au bout de ce webinaire-là. Si vous avez des questions, on n'a malheureusement pas le temps de les traiter à ce moment, mais n'hésitez pas à les envoyer directement sur notre site, à contacter Caro ou moi sur LinkedIn. On sera ravis de vous répondre. Et puis, on se voit pour un prochain webinaire. Le sujet, ça va être RevOps, hein, donc Revenue Operations, qui est finalement la nouvelle manière de digitaliser le marketing et les ventes de manière concomitante et de faire en sorte qu'on mette tous ces outils-là et tous ces process au service de la croissance. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On vous dit à très bientôt et merci encore une fois pour être parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Au revoir, à très bientôt. À bientôt.